Bonjour et merci de vous joindre à cette session dans le cadre de notre série éducative de webinaires intitulée Vivre avec l'arthrite psoriasique. Je m'appelle Brenda DeLauder et je suis la directrice exécutive de l'Association canadienne de la spondylarthrite. Je suis ravi d'être le modérateur de l'événement d'aujourd'hui. N'hésitez pas à nous indiquer d'où vous nous rejoignez en utilisant la fonction de chat. Juste avant de passer à cette session, je tiens à fournir un avertissement, car il pourrait y avoir des images et des commentaires qui pourraient être difficiles pour certains. Si c'est le cas, veuillez être attentif à ce dont vous avez personnellement besoin si cela se produit. Nous comprenons et nous reconnaissons que les déclencheurs peuvent être très individualisés. Encore une fois, veuillez nous indiquer d'où vous nous rejoignez dans le pays. Je tiens également à commencer par reconnaître les peuples autochtones de toutes les terres sur lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Bien que nous nous rencontrions virtuellement aujourd'hui, prenons un moment pour reconnaître l'importance de la terre que nous appelons chacun chez nous. Je vous adresse mes salutations depuis la région de Hamilton, en Ontario, qui fait partie des terres et territoires du traité des Mississauga de la Crédie. Nous reconnaissons que ceux qui nous rejoignent le font depuis diverses terres et territoires. Pendant des millénaires, les peuples autochtones ont habité et pris soin de ces terres et ils continuent de le faire aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants d'avoir l'opportunité de travailler et de vivre sur cette terre, rendant ainsi notre respect à ses premiers habitants. Je tiens également à fournir une mise en garde selon laquelle les informations fournies par l'Association canadienne de la spondyloarthrite ne sont pas conçues ou destinées à constituer des conseils médicaux ni à être utilisées à des fins de diagnostic. Et en raison des besoins individuels uniques et des antécédents médicaux, veuillez consulter votre propre fournisseur de soins de santé qui pourra déterminer la meilleure pertinence des informations pour votre situation spécifique et vous aider à prendre des décisions concernant le traitement et les médicaments. La plupart d'entre nous ici sont trop familiers avec la spondyloarthrite et beaucoup ont déjà vu cette diapositive auparavant. Le terme spondyloarthrite, SPA ou SPA, décrit vraiment ce groupe de maladies arthritiques inflammatoires chroniques. Elle se caractérise par une inflammation de la colonne vertébrale, des yeux, de la peau et du tractus gastro-intestinal. Ces conditions sont douloureuses et invalidantes, surtout pour ceux dont la maladie progresse. Très souvent, la maladie se manifeste entre l'âge de 17 et 45 ans. Nous appelons cela une maladie généralement des jeunes. Au Canada, 6 millions de personnes vivent avec l'arthrite et bien qu'il existe plusieurs formes d'arthrite, la spondyloarthrite est la plus prééminente et touche le plus grand nombre de Canadiens, ce qui surprend généralement. Ici, à l'ACS, nous nous concentrons vraiment sur 3 objectifs. Réduire le délai de diagnostic, qui est en moyenne de 7 à 10 ans, ce que nous savons être totalement inacceptable. Nous plaidons particulièrement en faveur de la réduction de ce délai, forcément. Nous fournissons également des informations et une éducation aux patients, ainsi que des plaidoyers pour influencer les politiques. Et aujourd'hui, dans le cadre de l'un de ces objectifs, nous vous présentons ce segment éducatif du webinaire. Je tiens également à prendre un moment pour exprimer nos remerciements et notre appréciation à certains de nos partenaires. Grâce à leur soutien, nous sommes en mesure de vous offrir ces opportunités pour mieux informer et soutenir la communauté. Nous tenons à divulguer en toute transparence que les bailleurs de fonds de cette série, que nous voulons reconnaître, rendent cela possible. Alors, j'accueille maintenant notre expert invité pour me rejoindre à l'écran. Et pendant qu'il se joint à nous, je tiens à prendre un moment pour remercier ceux qui ont soumis des questions à l'avance de cette session. Pour ceux qui souhaitent poser des questions pendant la session, veuillez utiliser la fonction de commentaire sur la plateforme sur laquelle vous visionnez cela. Nous nous concentrerons d'abord sur les questions soumises à l'avance et nous essaierons de répondre à toutes les questions aujourd'hui.
De plus, si vous souhaitez activer les sous-titres, je pense que cela devrait être une fonctionnalité sur la plateforme que vous utilisez. Faites-le également car cela est disponible sur plusieurs plateformes. Bien sûr, nous vous demandons de continuer à partager d'où vous nous rejoignez. Maintenant, c'est avec un grand plaisir que je vous présente le docteur Vinod Chandran. Et il est rhumatologue. Il est bien connu de beaucoup d'entre nous. Il a fait un excellent travail pour l'ACS dans le passé. C'est un clinicien chercheur à l'Institut de recherche Cranville et professeur agrégé de médecine. Et il est spécialiste de l'arthrite psoriasique et co-dirige le programme sur les maladies psoriasiques à l'Institut d'arthrite Schroeder. Il a publié plus de 200 articles et fait partie du comité exécutif du groupe de recherche et d'évaluation du psoriasis et de l'arthrite psoriasique. Il co-préside également son comité de recherche. Bienvenue, docteur Chandran. C'est vraiment génial de vous avoir ici avec nous aujourd'hui pour partager vos connaissances. Merci, merci Brenda. Et merci à l'ACS de m'avoir invité. Je vous passe l'écran et je vous laisse avancer avec vos diapositives et partager votre expertise incroyable. Merci Brenda. Affichons alors la diapositive. Voilà, c'est bon. Alors, mes divulgations. Je reçois un soutien de certaines entreprises qui fabriquent des médicaments pour l'arthrite psoriasique et c'est ce que vous voyez ici. Je perçois également des redevances pour avoir écrit quelques livres sur l'arthrite psoriasique auprès de l'Oxford University Press, ainsi qu'un soutien salarial de l'hôpital et de l'université, ainsi que de nombreuses agences qui soutiennent ma recherche. Ma femme travaille également pour AstraZeneca, bien que nous ne parlerons pas des produits d'AstraZeneca aujourd'hui. Donc, ce que j'aimerais faire au cours des prochaines 30 minutes environ, c'est simplement parler de l'arthrite psoriasique et aussi de la manière dont elle est liée au concept de spondyloarthrite. Nous parlerons des caractéristiques cliniques, de la manière dont l'arthrite psoriasique est diagnostiquée, de la façon dont elle est gérée et des besoins non satisfaits. Alors, je m'excuse pour les problèmes de mise en forme. Je pense que cela se produit lors du téléchargement sur la plateforme, mais de toute façon, bon. Qu'est-ce que l'arthrite psoriasique? C'est une spondyloarthrite SPA associée. Comme l'a mentionné Brenda, la spondyloarthrite est associée à une inflammation non seulement des structures musculo-squelettiques comme les articulations, le dos ou l'anthèse, mais aussi de la peau et d'autres surfaces muqueuses. Par exemple, sur la peau, vous pouvez avoir du psoriasis. Vous pouvez également avoir d'autres affections cutanées. Dans l'intestin, vous pouvez avoir une inflammation inflammatoire et dans l'œil, vous pouvez aussi avoir une uvéite. Ce groupe de maladies affecte les articulations ainsi que les autres structures que j'ai précédemment mentionnées. Et lorsqu'il affecte le psoriasis, nous l'appelons alors arthrite psoriasique. Alors, qu'est-ce que la spondyloarthrite? La spondyloarthrite affecte la structure la plus importante ou la plus caractéristique qui est touchée, c'est-à-dire la colonne vertébrale. Vous pouvez avoir une atteinte des articulations, notamment sacro-iliaques. C'est représenté sur l'image ici. Mais aussi la colonne vertébrale, les articulations sacro-iliaques sont dans le bassin et en bas ici. Mais la colonne vertébrale, comme vous le savez, s'étend du bas du tronc jusqu'au cou et toute la colonne vertébrale peut être affectée. De plus, ces maladies peuvent également affecter ce que nous appelons l'anthèse, où les tendons et les ligaments se fixent à l'os. Cela peut bien sûr provoquer de l'arthrite lorsqu'il y a un gonflement et une inflammation à l'intérieur d'une articulation, et certaines des caractéristiques intéressantes sont également représentées sur cette image. La dactylite, c'est un gonflement de l'ensemble du doigt ou de l'orteil, parfois appelé doigt ou orteil en saucisse. Ce sont les manifestations musculo-squelettiques. Tout le monde n'a pas toutes ces manifestations, heureusement. Certaines personnes peuvent seulement avoir un doigt en saucisse ou seulement un genou enflé. Mais avec le temps et sans traitement, vous pourriez avoir une cause plus chronique et d'autres articulations affectées. En fait, n'importe quelle articulation du corps peut être potentiellement touchée.
Vous pouvez avoir une dactylite et une enthésite significative à plusieurs endroits à travers le corps. Et bien sûr, en plus de tout cela, il y a l'implication de la peau, de l'intestin et des yeux. Encore une fois, pas chez tout le monde, mais chez une proportion significative de patients. Et parce que tout le monde n'a pas toutes ces manifestations, il y a beaucoup d'hétérogénéité. Et je vais en parler un peu je vais en parler un petit peu aujourd'hui dans mon exposé. Quelles sont les autres maladies auto-immunes étroitement liées à la spondyloarthrite? Alors j'ai mentionné la peau, typiquement le psoriasis, l'intestin, la maladie inflammatoire de l'intestin, la maladie de Crohn et la rectoline. Ce sont les plus reconnues et généralement les plus courantes. Il existe d'autres formes de maladies cutanées et parfois de maladies intestinales qui peuvent affecter les patients atteints de spondyloarthrite. D'autres systèmes d'organes peuvent également être affectés, bien que cela ne soit pas très courant, y compris les reins. Donc, quand on parle d'arthrite psoriasique, on parle d'une arthrite inflammatoire qui se produit chez les patients atteints de psoriasis. La plupart du temps, 70 à 80% du temps, vous avez d'abord la maladie de la peau, puis la maladie des articulations. Et cela peut se produire à n'importe quel moment après le début de la maladie de la peau. Et dans une proportion de 10 à 15%, vous avez d'abord la maladie des articulations, puis la maladie de la peau. Ainsi, initialement, lorsque la maladie des articulations se produit, il peut être difficile de donner un label ou de faire un diagnostic correct, parce que la maladie de la peau n'est pas présente. Mais lorsque la maladie de la peau intervient, ça devient plus clair. Beaucoup de patients atteints de maladies articulaires, mais sans maladie de la peau, ont des membres de la famille atteints de maladie de la peau. Et cela aide notamment dans le diagnostic. Mais généralement, vous développez d'abord la maladie de la peau dans la vingtaine ou la trentaine, puis en moyenne, en environ 10 ans. Mais ce n'est pas ça. Vous savez, après 10 ans, il est plus probable que vous l'attrapiez, par exemple. La polyarthrite rhumatoïde peut se développer à n'importe quel moment après le début de la maladie de la peau, et cela nous offre l'opportunité de comprendre pourquoi certaines personnes atteintes de psoriasis ne développent pas tous une polyarthrite. Cela concerne seulement environ 30%, je dirais, qui développent une polyarthrite psoriasique. Alors pourquoi 30% l'attrapent-ils, 70% ne l'attrapent pas? Et pourquoi certaines personnes l'attrapent, telles plus tôt et d'autres plus tard? Et quelles sont aussi les raisons de développer une arthrite? Alors nous pourrions étudier cela et ensuite espérons intervenir pour traiter l'arthrite tôt, voire même prévenir le développement de la polyarthrite psoriasique. Et cette image ici, que j'ai extraite d'une revue par un collègue de New York, parle de la manière dont divers facteurs pourraient conduire au développement de la polyarthrite psoriasique. Comme vous pouvez l'imaginer, ces choses se produisent à l'intérieur de votre corps et vous savez, et en fait, ça se passe sans que vous le sachiez. En fait, nous pensons à l'évolution comme ayant simplement du psoriasis sans inflammation musculo-squelettique. Nous pensons à la polyarthrite psoriasique préclinique où l'activation immunitaire se produit dans le corps, mais sinon vous ne ressentez rien à ce sujet. Et ensuite, il y a un stade de maladie subclinique où si vous regardez attentivement avec, ici nous avons montré une image d'une échographie où vous pouvez voir une inflammation dans les articulations, mais à l'examen clinique, il n'y a vraiment aucune constatation. Et le patient à ce stade ne ressent également pas beaucoup de symptômes. Plus tard, vous ressentez des douleurs articulaires, en fait, une certaine fatigue, mais si vous consultez un médecin, il pourrait ne rien voir en réalité. Nous appelons cela une phase prodromique. Et ensuite, vous pouvez avoir une arthrite manifeste, où vous avez des articulations enflées ou un doigt enflé, ou des douleurs dorsales importantes, confirmées par une IRM par exemple. L'évolution est proposée pour se produire dans cette phase. Et nous avons en fait des preuves à cet égard, hein. Chez certaines personnes, cela peut prendre beaucoup de temps, et chez d'autres, cela pourrait être une évolution plus rapide. Pourquoi c'est ainsi n'est pas très très clair. Maintenant, comme la plupart des gens ont d'abord le psoriasis, et j'ai dit que cela nous offre l'opportunité d'investiguer ou de comprendre mieux la maladie, nous avons étudié si le type de psoriasis, donc l'étendue du psoriasis, nous aide à prédire le développement futur de la polyarthrite psoriasique.
Et donc, ce que nous savons, c'est que si vous avez du psoriasis sur le cuir chevelu ou si vous avez du psoriasis entre les fesses, la région interglutéale ou le pli fessier, vous avez plus de chances de développer une polyarthrite psoriasique. Cela augmente le risque de développer une polyarthrite psoriasique. Par exemple, le psoriasis du cuir chevelu augmente le risque d'environ 4 fois, le psoriasis interglutéal d'environ 2 fois, et aussi forcément la gravité du psoriasis. Si les gravités sont très élevées, nous mesurons la gravité du psoriasis par la surface corporelle ou par une mesure appelée PASI. Plus c'est élevé, plus vous êtes susceptible de développer une polyarthrite. Dans ma pratique, les patients qui ont beaucoup de psoriasis, qui ont un psoriasis des ongles, qui ont un psoriasis du cuir chevelu et interglutéal, je les vois au moins une fois par an et je les éduque en leur disant que s'ils développent des douleurs articulaires, ils vont devoir me contacter pour une évaluation plus approfondie. Comme je l'ai mentionné, la maladie des ongles, c'est un autre facteur de risque important de la psoriasis. Environ 50% des patients atteints de psoriasis peuvent avoir une maladie des ongles. Ainsi, si vous avez du psoriasis, cette maladie des ongles et des douleurs articulaires, cela doit être évalué. La maladie des ongles comporte de nombreux types, comme les puits des ongles que vous pouvez voir sur l'image juste ici. Il y a aussi quelque chose appelé onycholyse, c'est la séparation de l'ongle du lit de l'ongle, comme vous pouvez le voir sur l'image ici, où vous pouvez voir que l'ongle est soulevé. Ces caractéristiques sont prédictives de la polyarthrite psoriasique. Maintenant, ce sont, vous savez, ce que nous appelons des facteurs anatomiques ou le type de psoriasis. La maladie des ongles vous indique que vous avez cette forme de psoriasis. Vous êtes plus susceptible de développer une polyarthrite. Les autres choses qui nous intéressent sont les facteurs de risque génétiques et environnementaux. Si vous cherchez vraiment des facteurs génétiques qui différencient la polyarthrite psoriasique du psoriasis, il n'y en a pas beaucoup, principalement parce que le psoriasis est très largement une maladie immunitaire génétique, mais pour les articulations, c'est controversé. Il y a certaines caractéristiques qui diffèrent du point de vue génétique entre le psoriasis et la polyarthrite psoriasique, mais ma forte conviction est que sur un fond génétique de psoriasis, lorsque vous avez une agression environnementale, vous êtes plus susceptible de développer une polyarthrite psoriasique. Ainsi, du point de vue de l'arthrite, les facteurs environnementaux peuvent être plus importants que les facteurs génétiques. Et quels sont ces facteurs environnementaux? Alors, un important est le traumatisme mécanique. Les blessures à une articulation ou même ailleurs sont plus susceptibles d'être observées chez les patients atteints de psoriasis qui développent ensuite une polyarthrite psoriasique. Donc, c'est relativement important. Le tabagisme, lui, c'est un autre facteur. Il augmente votre risque de développer du psoriasis et également une polyarthrite psoriasique. Un autre facteur environnemental majeur, c'est l'obésité. Nous constatons que les personnes en surpoids et obèses sont plus susceptibles de développer du psoriasis et les patients atteints de psoriasis qui sont obèses sont plus susceptibles de développer une polyarthrite psoriasique. Ainsi, perdre du poids pourrait être l'une des façons de prévenir le développement de la polyarthrite psoriasique. Je sais que c'est pas facile, mais peut-être qu'un régime approprié et de l'exercice vous aiderait à améliorer votre santé et à éviter la transition du psoriasis à la polyarthrite psoriasique. Alors j'ai parlé de traumatisme ou de blessure, et nous appelons ça, vous savez, un phénomène de Koebner quand cela se produit sur la peau. Donc les personnes atteintes de psoriasis savent que si pas toutes, mais une proportion significative de patients atteints de psoriasis qui se blessent la peau, vous savez, qui se coupent ou qui subissent une chirurgie par exemple, le psoriasis se développe sur le site blessé. Vous savez, après comme une chute, après une coupure par un couteau, une cicatrice chirurgicale ou quelque chose comme ça. C'est ce que nous appelons le phénomène de Koebner. Et parce que les blessures à la structure musculo-squelettique entraînent le développement de l'arthrite dans cette articulation, nous appelons cela le phénomène de Koebner profond. Donc, chez au moins une proportion de patients, il y a une blessure qui déclenche l'arthrite et le phénomène Koebner se produit. Et la question est, parce que les articulations touchées par la polyarthrite psoriasique sont les articulations où il y a beaucoup de stress biomécanique,
Peut-être que ce sont les microtraumatismes mineurs qui se produisent dans la vie quotidienne et qui déclenchent l'apparition de la polyarthrite psoriasique chez une personne qui a du psoriasis et y est génétiquement prédisposée. Donc ces microtraumatismes et les traumatismes plus importants sont des facteurs de risque importants pour la polyarthrite psoriasique. Nous avons montré que, comme je l'ai mentionné, l'obésité prédit le psoriasis et la polyarthrite psoriasique, et cette étude le démontre. Il existe suffisamment de recherches pour indiquer que les facteurs que j'ai mentionnés sont importants dans le développement de la polyarthrite psoriasique. Cette image ici sert à illustrer la grande hétérogénéité de la maladie à laquelle j'ai fait allusion précédemment. Le psoriasis lui-même est très hétérogène avec différents types de psoriasis tels que pustuleux, non pustuleux, palmoplantaire, flexural, extenseur, psoriasis, etc. Ensuite, il y a la maladie des ongles. Seuls certains patients atteints de psoriasis en sont affectés, mais s'ils ont une maladie des ongles, ils sont plus susceptibles d'y être amenés. La maladie des ongles peut également être assez hétérogène. L'atteinte des articulations peut être assez hétérogène. Elle peut affecter n'importe quelle articulation, en particulier les extrémités des doigts. Les mains et les pieds peuvent être très gravement touchés, comme le montre cette image, avec beaucoup de destruction. Elle peut également affecter la colonne vertébrale, comme illustré sur ces sites. Par exemple, le talon, dont je peux parler un peu plus tard. De plus, la maladie oculaire et la maladie inflammatoire de l'intestin sont montrées dans l'image en bas à gauche ici. Vous pouvez voir comment ces diverses manifestations sont hétérogènes. Aucun patient atteint de polyarthrite psoriasique ne ressemble à un autre patient. Par conséquent, lors de l'examen de patients atteints de psoriasis qui pourraient avoir une polyarthrite psoriasique, vous devez vraiment évaluer soigneusement toutes ces caractéristiques. Donc sur certaines images ici, les articulations peuvent être enflammées. Le fait intéressant est que l'inflammation dans les articulations psoriasiques n'est pas seulement à l'intérieur de l'articulation, mais aussi à l'extérieur dans la capsule et les tendons près de l'articulation. C'est pourquoi lorsque vous regardez une articulation enflée chez un patient atteint de psoriasis avec une polyarthrite psoriasique, vous pourriez voir que la peau est plus enflammée. Il y a une rougeur, ce que nous appelons érythème, autour de ces articulations enflammées. Maintenant, dans d'autres formes d'arthrite inflammatoire, typiquement la polyarthrite rhumatoïde, vous ne voyez pas cette rougeur dans l'articulation, car l'inflammation est directement à l'intérieur. Alors que dans l'inflammation psoriasique, elle n'est pas seulement à l'intérieur de l'articulation, elle est également à l'extérieur. Et puis si elle n'est pas traitée, comme le montre la partie gauche ici au fil du temps, des déformations ainsi que la destruction osseuse peuvent toujours survenir. C'est pourquoi dans ces doigts ici, les images à droite sont en réalité raccourcies. C'est ce que nous appelons l'arthrite mutilante. Heureusement, nous ne le voyons pas aussi souvent, surtout avec des thérapies plus avancées maintenant. Cependant, de nombreux patients, dans les années 80, lorsque cette condition a été correctement reconnue et décrite, présentaient une destruction sévère, comme vous pouvez le voir sur ces images ici. L'atteinte du dos, elle, est généralement une caractéristique significative. Elle ne peut pas être aussi douloureuse que dans d'autres formes d'arthrite spinale, comme la spondylarthrite ankylosante et la spondylarthrite axiale. Cependant, même si ce n'est pas aussi douloureux, en raison de toutes les autres manifestations présentes, cela représente un réel fardeau. Même si le dos n'est pas très douloureux, les personnes avec une atteinte du dos, que nous diagnostiquons principalement par imagerie, comme les radiographies et l'IRM, ont tendance à avoir une atteinte plus sévère des autres articulations, comme les mains et les pieds. Donc l'atteinte du dos en soi est un problème. Même si elle n'est pas symptomatique, elle pourrait être une manifestation de gravité et donc un indicateur que nous devrions surveiller. Les patients avec une atteinte du dos devraient être surveillés et traités de manière généralement plus agressive. J'ai parlé du doigt saucisse ou de la dactylite, c'est lorsque tout le doigt ou l'orteil est enflé, comme le montrent ces images. C'est généralement très typique et parfois lorsque cela est présent, cela est diagnostiqué à tort comme une infection. Des patients ont été traités pendant des mois avec des antibiotiques parce qu'ils avaient un orteil rouge et enflé qui ne s'améliorait pas avec des anti-inflammatoires.
L'anthésite, c'est un problème intéressant. Il y a une inflammation avec un tendon ou des ligaments attachés à l'os. Le site le plus courant est au niveau du talon, où le tendon d'Achille en fait s'attache à l'os. Le tendon est enflammé. Vous savez ici où se trouve mon curseur, cette partie standardisée du tendon d'Achille. C'est courant et observé chez les personnes qui font de l'exercice ou qui courent. Cependant, l'anthésite, qui est l'inflammation de l'endroit où le tendon s'attache à l'os, est plus spécifique de la spondylarthrite. Et souvent, il n'est pas facile de diagnostiquer entre les causes mécaniques et l'inflammation due à la spondyloarthrite. Et vraiment, en fait, pour un diagnostic approprié, il faut faire une échographie, voire même une IRM. Des caractéristiques similaires peuvent se produire là où la fascia plantaire, en fait, s'attache au calcanéum. Cette douleur peut survenir dans d'autres sites anthésiques. Il y a des centaines d'anthésistes dans tout votre corps. Vous pourriez avoir des douleurs autour des coudes, similaires à celles du tennis elbow et du golfer elbow. Vous pouvez avoir des douleurs autour de l'épaule, un enroulement de la poitrine, une sensation de serrement dans la poitrine qui rend la respiration difficile, ainsi que des douleurs autour des hanches et sur l'os pelvien. Donc plusieurs sites pourraient être affectés et parfois difficiles à diagnostiquer. Donc, psoriasis typique et les changements d'angle que j'ai mentionnés, ainsi que les caractéristiques cliniques que j'ai mentionnées précédemment dans les yeux et les intestins. Ainsi, toutes ces caractéristiques sont importantes. Et tout ce dont j'ai parlé jusqu'à présent concerne toutes les caractéristiques inflammatoires qui la rendent très spécifique à la polyarthrite psoriasique. Mais il y a aussi d'autres choses qui vont de pair avec l'inflammation de la peau, des yeux, des intestins et des articulations. Et c'est ce que nous appelons des maladies associées ou des comorbidités. C'est un facteur important, surtout dans la polyarthrite psoriasique. Comme je l'ai mentionné précédemment, l'obésité et le syndrome métabolique sont fréquents et le diabète est également courant chez nos patients. Et comme je l'ai mentionné, l'obésité augmente les chances de développer du psoriasis et une polyarthrite psoriasique. Ainsi, une partie importante de la prise en charge de la maladie psoriasique consiste à essayer d'améliorer le syndrome métabolique, l'obésité et si le diabète est présent, à le gérer. Et pour cela, bien sûr, nous avons besoin d'une grande aide de nos médecins de famille. Ces comorbidités, en fait, favorisent l'athérosclérose, l'inflammation des articulations et de la peau favorise l'athérosclérose, et cela conduit finalement à des crises cardiaques, voire potentiellement même des AVC. Et nous savons que les patients atteints de polyarthrite psoriasique, les patients atteints de psoriasis ainsi que d'autres spondylarthrites, en particulier la spondylarthrite ankylosante, ont une prévalence plus élevée de maladies cardiovasculaires et ont des risques cardiaques et des AVC. Et l'inflammation, à elle seule, favorise l'athérosclérose. Et donc, en plus du diabète, du cholestérol élevé et du tabagisme, nous avons également des risques supplémentaires causés par l'inflammation. Et donc, pour la gestion des maladies cardiovasculaires, nous devons vraiment être stricts dans la gestion des facteurs de risque traditionnels, ainsi que de travailler à réduire l'inflammation autant que possible. Une autre caractéristique importante dont les patients ont toujours parlé et que je pense, dans une certaine mesure, a été ignorée par la communauté médicale traditionnelle, ce sont les problèmes de santé mentale. En fait, il y a une prévalence élevée de l'anxiété et de la dépression. Il y a beaucoup de douleurs chroniques, comme nous le savons, mais aussi de la fatigue, un sommeil de mauvaise qualité et la stigmatisation associée à la maladie articulaire et cutanée. Donc, ce sont toutes des caractéristiques de cette maladie. Maintenant, lorsque vous regardez les patients atteints de psoriasis, environ la moitié d'entre eux se plaignent de douleurs articulaires. Mais tous n'ont pas une polyarthrite psoriasique. D'autres problèmes musculo-squelettiques, tels que l'ostéoloarthrite, la tendinite et l'antésiopathie, qui ne sont pas inflammatoires, sont également associés au psoriasique. Et l'un des défis que nous, rhumatologues, avons est de distinguer la douleur musculaire non inflammatoire de la douleur musculaire inflammatoire, car le traitement de ces deux types de douleurs est très différent. Pour la douleur inflammatoire, comme dans la polyarthrite psoriasique, nous pouvons utiliser des traitements que nous avons pour réduire l'inflammation, tandis que la douleur musculo-squelettique non inflammatoire doit être traitée avec de la physiothérapie, de l'exercice, un bon sommeil, enfin tout ça. Nous avons besoin d'une combinaison des deux pour gérer la santé musculo-squelettique globale
des patients atteints de psoriasis. Ce que nous savons, c'est que le diagnostic précoce conduit à de meilleurs traitements. Il y a des études menées au centre Auron ici à Toronto et en Irlande qui le prouvent. Et cette diapositive est là simplement pour donner ces chiffres. Mais en fin de compte, selon les études, en particulier en provenance d'Irlande, même un retard de 6 mois dans le diagnostic peut avoir des conséquences. Nous devons vraiment nous efforcer de faire le diagnostic dans les premiers mois pour obtenir les meilleurs résultats. Et c'est un problème car il y a un retard diagnostique significatif. Donc nous n'avons pas de données ici pour le moment. Nous travaillons en ce sens, mais ces données proviennent de la Mayo Clinic, du Rochester Epidemiology Center. Le temps médian entre le début des symptômes et le diagnostic par un médecin a été de 2,5 ans pendant presque les 20 dernières années, 2 décennies malgré toute la sensibilisation. Et comme vous pouvez le voir sur cette image ici, la ligne est relativement plate. Il n'y a eu aucune amélioration, du moins dans le comté d'Olmsted, Minnesota, à Rochester. Et je pense que nous nous en sortons un peu mieux maintenant, mais je pense qu'il y a de grandes disparités et des variations à travers notre pays. Et donc, et à l'intérieur de notre province aussi. Beaucoup de travail à faire pour obtenir un diagnostic plus tôt. Alors, que pouvez-vous faire pour obtenir un diagnostic plus tôt? Une bonne chose est que le psoriasis a tendance à se produire en premier. Donc, lorsque vous consultez votre dermatologue, votre médecin de famille parle de maladies articulaires et nous avons élaboré quelques questionnaires de dépistage que nous pouvons utiliser pour le dépistage et les médecins de famille ou dermatologues peuvent l'utiliser. Ils n'ont pas à le remplir, vous le remplissez et le leur donnez. Et espérons que cela déclenche une évaluation et une référence. Si nécessaire, nous avons des cliniques combinées de dermatologie et de rhumatologie où nous travaillons avec le dermatologue en même temps. Nous essayons de développer cela à travers l'Amérique du Nord grâce au projet PACMAN. Alors vous savez, PACMAN, le réseau d'avancement multicentrique du psoriasis et de la polyarthrite psoriasique. Et il y a de nombreuses façons de mettre en place une clinique combinée. Idéalement, les deux en même temps, voir le patient en même temps, ce qui peut être difficile, car vous savez, une raison, amener deux personnes dans la même pièce est parfois difficile. Les dermatologues mettent généralement moins de 5 minutes pour faire une évaluation. Nous prenons, disons, une demi-heure, et donc il y a cette difficulté. Mais maintenant, avec plus de technologie, nous pourrions utiliser, disons, les outils virtuels que nous avons pour impliquer le dermatologue, et le dermatologue peut impliquer le rhumatologue pour un diagnostic précoce, mais aussi l'éducation des patients, ainsi que des stagiaires qui passent par nos cliniques respectives. Maintenant, la question, bien sûr, dans votre esprit est comment la polyarthrite psoriasique est-elle diagnostiquée? J'ai beaucoup parlé de l'hétérogénéité et des manifestations assez diverses, et il y a des difficultés à distinguer entre les douleurs habituelles et les douleurs liées à une maladie inflammatoire. Donc en fait, c'est assez difficile et donc le diagnostic devrait être fait par quelqu'un qui est formé à cela, donc généralement un rhumatologue. Et le grand défi, c'est qu'il n'y a pas de test diagnostic. Le test sanguin pour l'inflammation peut, lui, être normal. Donc le diagnostic repose sur une histoire détaillée adéquate, un bon examen physique portant non seulement sur les articulations, mais mettant l'accent sur l'évaluation du dos en examinant les analyses de laboratoire pour des preuves d'inflammation. Maintenant, si elle est présente, c'est utile. Si elle est absente, n'excluons pas la polyarthrite psoriasique. Ensuite, nous faisons beaucoup d'imagerie parce que cela nous donne des preuves plus objectives, pour ainsi dire. Nous faisons des radiographies pour rechercher des lésions articulaires. Nous faisons des IRM pour examiner à nouveau des sites spécifiques. Si nous soupçonnons quelque chose dans le poignet, nous pourrions faire par exemple une IRM du poignet. L'échographie, nous pouvons la faire à plusieurs endroits en même temps. Certaines personnes le font dans la clinique lors de l'évaluation physique ou peuvent vous rappeler la semaine suivante pour une écho par exemple. Ils peuvent avoir une clinique d'échographie pour faire cette évaluation. Vous prenez tout cela en compte pour dire oui, c'est une maladie inflammatoire touchant les articulations, la colonne vertébrale ou l'accent dans un schéma typique de la polyarthrite psoriasique et non d'autres maladies inflammatoires. Vous pourriez avoir de la goutte
Vous pourriez avoir une polyarthrite rhumatoïde, cela va dépendre. Donc en examinant le schéma, nous savons alors que ce que nous voyons est effectivement compatible avec la polyarthrite psoriasique. Et puis bien sûr, la présence du psoriasis aide, mais vous n'avez pas besoin d'avoir du psoriasis pour avoir une polyarthrite psoriasique. Mais la plupart des patients en ont. Le diagnostic, lui, donc, n'est pas facile et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de diagnostics tardifs et l'impact que cela a sur nos patients. Une fois le diagnostic posé, maintenant, vous devez apprendre à gérer la maladie. Donc, une chose importante, c'est vraiment l'éducation. Maintenant, des choses comme celles que nous faisons aujourd'hui via le CSA sont importantes. Toutes les brochures sont importantes, la sensibilisation est importante. Lorsque vous avez du psoriasis, ce n'est pas seulement une maladie de la peau, d'autres organes peuvent aussi être affectés. Je pourrais avoir de l'arthrite, c'est quelque chose que tous les patients atteints de psoriasis devraient savoir afin que s'ils développent des douleurs articulaires persistantes, de nouvelles apparitions par exemple, ils puissent le diagnostiquer. Des mesures générales de santé, arrêter de fumer, faire régulièrement de l'exercice, une alimentation appropriée, un sommeil adéquat, la gestion du stress, tout cela est important pour n'importe quelle affection inflammatoire, mais surtout pour la polyarthrite psoriasique. Et ensuite, si les symptômes sont significatifs, les médicaments offrent un bénéfice important. Il existe de nombreuses classes de médicaments que nous utilisons. Certains sont assez anciens, comme les anti-inflammatoires et les médicaments immunomodulateurs. Pour les douleurs articulaires, nous donnons généralement des anti-inflammatoires à des doses appropriées. Mais nous n'aimons pas les utiliser à long terme. Si quelqu'un demande une utilisation à long terme, il peut être utile d'essayer d'autres médicaments pour l'aider à faire la transition. En général, nous n'administrons pas de stéroïdes ou d'injections intramusculaires. Je préfère en fait donner des injections intra-articulaires. Si une articulation est enflée, une injection peut être envisagée. Si une articulation est enflée, retirer le liquide et l'examiner aide également à identifier une maladie inflammatoire. S'il y a une inflammation persistante, la première étape de la prise en charge, en fait, c'est généralement de commencer des médicaments immunomodulateurs synthétiques conventionnels, tels que le méthotrexate, qui peut être pris par injection ou par comprimé. Sulfasalazine, le flunomide, ce sont généralement des comprimés. Ce sont des médicaments conventionnels avec de nombreuses années d'utilisation. Donc nous connaissons leurs effets secondaires. Ils sont relativement peu coûteux et de nombreux patients y répondent. Idéalement, le patient devrait être vu dans un cadre où il peut avoir accès à la fois à un rhumatologue et à un dermatologue. S'il y a d'autres manifestations comme une atteinte des yeux et du tube digestif, alors l'ophtalmologiste, le gastro-entérologue et d'autres spécialistes ainsi qu'un médecin de famille impliqué seraient potentiellement vraiment utiles. Comme mentionné, il est crucial de prendre soin de facteurs tels que le sevrage tabagique, la perte de poids et la gestion du diabète et de l'hyperlipidémie, qui sont assez courants chez les patients atteints de polyarthrite psoriasique. Si les mesures habituelles mentionnées dans la diapositive précédente ne suffisent pas, c'est à ce moment-là que nous envisageons d'intensifier les thérapies vers des options plus avancées. Il y a beaucoup d'options disponibles maintenant. Les agents anti-TNF sont présents depuis près de 20 ans et ils sont très efficaces. Il y a un récepteur soluble, l'étanercept, et des anticorps anti-TNF tels que l'infliximab, l'adalimumab, le golimumab notamment. Pour certains d'entre eux, comme l'étanercept, l'infliximab et l'adalimumab, nous avons maintenant des biosimilaires. Les compagnies d'assurance ainsi que nos programmes d'avantages médicamenteux provinciaux imposent le passage de nos patients à ces biosimilaires, ce qui, selon moi, est une bonne chose. Cela nous aide à réduire les coûts et à réinvestir ces économies dans une meilleure prise en charge médicale. Les agents anti-TNF sont parmi les médicaments les plus importants. Dans notre clinique, nous les utilisons plus que tout autre médicament chez les patients atteints de polyarthrite psoriasique, ne répondant pas à une thérapie conventionnelle. En fait, il existe aussi d'autres biothérapies non anti-TNF disponibles. L'abatacept en est une, bien que nous n'utilisons pas très souvent. C'est un médicament courant. Cependant, dans certains cas, nous le prescrivons.
Les autres médicaments que j'ai mentionnés qui ciblent les cytokines dans la voie TH17, tels que l'ustekinumab, le secukinumab, l'ixekizumab, le guselkumab et le risankizumab sont disponibles et sont d'excellents médicaments pour la prise en charge de la polyarthrite psoriasique. Ils sont également beaucoup plus efficaces que les médicaments anti-TNF pour le psoriasis. Pour les patients atteints de psoriasis sévère, nous utiliserions ces médicaments, en particulier le secukinumab, l'ixekizumab et le guselkumab, qui sont spécifiquement indiqués pour la polyarthrite psoriasique et présentent de nombreux avantages. Nous utilisons ces médicaments pour ces patients et la peau répond généralement très bien. La réponse arthritique est généralement similaire à la thérapie des anti-TNF. Plus récemment, nous disposons de médicaments par voie orale que nous appelons, vous savez, ces médicaments sont beaucoup plus loin conventionnels, nous les appelons médicaments synthétiques ciblés, en particulier les inhibiteurs de JAK. Ils sont assez efficaces pour l'arthrite. Ils ne sont pas aussi bons pour la peau, mais pour les articulations, ils sont excellents. Ensuite, il y a aussi une autre thérapie ciblée appelée apremilast, qui n'est pas aussi efficace que les médicaments de cette diapositive, mais dans un sous-ensemble de patients, elle fonctionne vraiment bien et peut également être associée à une perte de poids. Ce sont les médicaments que nous avons et de nombreux facteurs entrent en jeu lorsque nous essayons de décider quelle thérapie utiliser pour un patient en particulier. Comment surveillez-vous les patients? Alors, nous demandons aux patients de décrire leur douleur, comment ils se sentent, combien de fatigue ils ont. Lors de l'examen physique, nous examinons la quantité de psoriasis, nous comptons le nombre d'articulations inflammées, nous comptons l'anthésite des tendons, y a-t-il une dactylite, combien ont-ils de douleurs dorsales. Nous examinons également le profil lipidique, la glycémie, la pression artérielle et le poids. Tout cela, en fait, doit être relativement surveillé. Et puis, pour le traitement proprement dit, avant de commencer un médicament, nous effectuons un dépistage des infections sous-jacentes, de l'état du foie et des reins. Et pour certains médicaments, nous devons faire un dépistage préalable des infections virales sous-jacentes. Ensuite, nous surveillons en particulier avec le méthotrexate la corrélation. Nous faisons un bilan sanguin tous les 2 mois. Nous devons examiner les lipides pour le JAK. Pour les anti-TNF et autres agents biologiques au départ, nous éliminons la tuberculose et d'autres infections. Le suivi sanguin n'est pas vraiment aussi intense que pour les autres médicaments. Généralement, une fois tous les 3 mois, puis une fois tous les 6 mois par la suite, c'est généralement suffisant. Mais le risque important concerne les infections. Donc, nous devons être prudents à ce sujet. En cas d'infection, ne prenez pas le médicament si vous êtes censé le prendre. Prenez des antibiotiques si nécessaire, si cela est indiqué, et ça, c'est vraiment important. Faites toutes vos vaccinations. Et avec ces immunosuppresseurs, nous préférons éviter les vaccins vivants. Si vous devez recevoir un vaccin vivant, faites-le avant de commencer ces médicaments. Pour l'apremilast, aucun suivi régulier n'est en fait recommandé. D'un point de vue du traitement, nos organisations ont formulé des recommandations. Je ne vais pas toutes les passer en revue, mais je dirais que notre objectif est d'examiner tous les domaines différents de la maladie, la peau, le dos, les articulations, l'anthèse, et essayer de réduire l'activité de la maladie dans tous ces domaines en utilisant le médicament le plus approprié. Comme je l'ai mentionné, nous contrôlons les domaines, nous examinons les comorbidités. Mais en fin de compte, la thérapie, la décision sur quel médicament utiliser est individualisée et prise conjointement par le clinicien et le patient. La prise de décision partagée est très importante afin que nous soyons tous sur la même longueur d'onde et recherchions les meilleurs résultats pour nos patients. C'est le schéma de traitement de Grappa en fonction de la structure impliquée et du médicament à utiliser. Alors, c'est pour vos médecins. S'ils ne l'ont pas vu, notre organisation, Grappa, a élaboré des résumés pour les patients concernant ces recommandations de traitement. Afin que vous sachiez, lorsque vous allez chez votre rhumatologue, vous puissiez dire « hey, voici ce qui est recommandé ». Donc, vous êtes tous sur la même longueur d'onde et vous savez, lorsque vous parlez de prise de décision partagée, vous êtes tous alignés. C'est important que cela ait dans cela. En fonction de ce qui est la manifestation la plus importante, que ce soit le dos, la peau ou les articulations, il y a des recommandations sur le médicament à commencer. Quel groupe de médicaments à commencer en premier?
C'est ce que les recommandations de traitement de Grappa et je suis sûr que vos médecins en savent quelque chose. Enfin, parlons de l'avenir. Il y a beaucoup de développement en cours. Numéro un, pourrions-nous prévenir l'arthrite psoriasique? Comme je l'ai dit, vous avez d'abord le psoriasis et il y a toutes ces phases avant de développer une arthrite psoriasique. Alors peut-être que pour les patients atteints de psoriasis, si nous pouvons faire quelque chose, cela peut prévenir le développement de la maladie. Il y a un essai clinique en cours avec un médicament particulier, mais il pourrait y avoir d'autres interventions possibles. Nous pensons donc maintenant à la prévention, ce qui est formidable. Une autre chose est, un petit peu comme je l'ai mentionné, il n'y a pas de test diagnostique. Pourrions-nous en développer? Nous menons des recherches approfondies dans ce domaine et espérons avoir un test diagnostique que nous pourrons commencer à tester l'année prochaine. Ensuite, la chose la plus importante, je suppose, est déjà lorsque vous avez la maladie, c'est quel médicament choisir. Et nous avons tellement d'options maintenant. Quel est le bon médicament à choisir pour le bon patient au bon moment? La médecine dite de précision. C'est une tâche difficile, mais nous travaillons en ce sens dans de nombreux autres domaines comme l'oncologie. Cela se produit et espérons que nous puissions y arriver. Nous avons beaucoup de médicaments que j'ai mentionnés, mais nous avons toujours besoin de plus de médicaments. Il y a des patients qui, malgré avoir essayé plusieurs biothérapies, ne vont pas mieux. Il y a donc de nouveaux médicaments qui arrivent bientôt pour l'arthrite psoriasique, le deucravacitinib et le bimazizumab. D'ailleurs, ils sont déjà disponibles pour les patients atteints de psoriasis et nous espérons les avoir bientôt pour les patients atteints d'arthrite psoriasique. Est-ce qu'un biologique ou un type de médicament est-il suffisant? Alors, nous combinons parfois le méthotrexate en cas de besoin, mais pourrions-nous combiner les biothérapies et des traitements avancés? Des études sont en cours pour le faire maintenant. La préoccupation, bien sûr, concerne les effets secondaires. Vous devez attendre et voir, mais certains des nouveaux biologiques sont très sûrs. Personnellement, avec certains des biologiques, je ne pense pas que les infections vont poser un quelconque problème. Mais ça, c'est vraiment juste mon avis. Nous allons faire des études combinant les médicaments pour voir s'ils apportent un bénéfice supplémentaire et s'il y a des inconvénients. Le coût reste une préoccupation puisque l'introduction de biosimilaires a réduit les coûts. Espérons qu'avec des thérapies orales ciblées moins chères à produire, nous pouvons également développer des thérapies moins chères et tout aussi efficaces. Et enfin, ce que les patients et la CSA peuvent faire, sensibilisation, à la fois auprès du grand public, des patients atteints de psoriasis, des dermatologues, de soins de premiers soins. Parfois, ils ne sont pas au courant de tout ce qui se passe. Les tests sanguins ne sont pas vraiment utiles, donc une évaluation appropriée serait bonne. Une évaluation clinique serait bien. Et soyez proactifs à ce sujet. Donc, même si vous allez chez le dermatologue et que vous avez des douleurs articulaires, dites j'ai du psoriasis, j'ai des douleurs articulaires, ne devrais-je pas être évalué pour une arthrite psoriasique? Si vous posez cette question à votre dermatologue ou à votre médecin de soins primaires, vous obtiendrez probablement une référence ou du moins une évaluation appropriée. Ceux qui sont plus à risque sont ceux qui ont un psoriasis sévère, ceux qui ont typiquement un psoriasis des ongles prononcés, comme je l'ai mentionné. Le cuir chevelu est également atteint. Si vous avez un membre de la famille atteint d'arthrite psoriasique, alors c'est bien de consulter. Et comme je l'ai mentionné, lorsque vous consultez votre médecin de famille ou votre dermatologue, mentionnez vos douleurs articulaires et demandez une référence si nécessaire. Et enfin, si vous consultez un rhumatologue, mentionnez tous vos symptômes. Vous savez, les articulations. Est-ce que vous avez des doigts en saucisse, des douleurs au dos, au coude, au cou, des douleurs, peu importe où elles se trouvent? Même si le rhumatologue ne vous demande pas de vous habiller, autorisez-le à évaluer la peau et le dos, à enlever vos chaussures et chaussettes pour examiner les pieds. Beaucoup de maladies commencent dans les pieds et parfois par manque de temps ou autre, les pieds ne sont pas examinés correctement. Et oui, une opportunité de diagnostic est manquée. Toutes les conditions associées que vous avez devraient être mentionnées, ainsi que les traitements que vous suivez. Et si vous pouvez venir avec une liste de médicaments, les dates de début et d'arrêt et comment vous y avez répondu, ce serait merveilleux. Si vous avez déjà été diagnostiqué et traité pas seulement pour l'arthrite psoriasique, mais aussi pour le psoriasis, et avec cela je vais m'arrêter, j'aimerais simplement résumer en disant que l'arthrite psoriasique est l'une des arthrites de la colonne vertébrale. Elle peut affecter les articulations, la colonne vertébrale ou d'autres systèmes. Elle est associée à d'autres conditions comme l'obésité, le diabète, la dépression et l'anxiété. Il y a un risque accru de risque cardiaque. Malheureusement, il n'y a pas de test de diagnostic et donc le diagnostic dépend d'une évaluation minutieuse par un rhumatologue.
De nombreuses thérapies et options thérapeutiques très efficaces sont désormais disponibles. Et je pense qu'un diagnostic précoce et une institution précoce de thérapie aussi efficace peuvent conduire à une amélioration. Voilà, merci et je serai heureux de répondre à toutes vos questions. Merci, merci beaucoup. Je suis heureux de vous retrouver à l'écran. Tellement d'informations précieuses et nous sommes tellement reconnaissants pour votre expertise partagée et votre perspicacité. J'ai plusieurs questions ici. Je sais que je ne pourrai pas toutes les aborder et je sais que vous avez déjà abordé certaines d'entre elles, mais je voulais quand même le poser afin que ceux qui les ont soumises sachent que leurs questions sont importantes. Et la première question que j'ai est, pensez-vous que l'arthrite psoriasique peut réellement être guérie plutôt que simplement traitée? Ainsi, une fois l'arthrite psoriasique survient, que vous la traitez et qu'elle entre en rémission, je ne pense pas que vous puissiez la guérir complètement. Euh, il y a des patients qui entrent en rémission, une rémission à long terme, certains sous traitement, et une fois que quelqu'un atteint cet état, nous réduisons progressivement le traitement, et certains n'ont plus besoin de traitement, mais ils sont toujours exposés au risque de rechute. C'est un problème avec les maladies d'origine immunitaire, mais je ne pense pas qu'une guérison à long terme soit probable, bien que cela soit possible, surtout s'il est diagnostiqué tôt. Quant à la question de la prévention, j'en ai parlé. Maintenant, si le psoriasis est traité tôt et efficacement, cela pourrait-il prévenir le développement de l'arthrite psoriasique? C'est une question intéressante et nous y travaillons également. Je dirais que nous pouvons essayer de le maintenir en rémission à long terme. La guérison est un concept difficile et ça, c'est certain. Bien sûr, c'est le cas. Il y a une autre question ici où quelqu'un mentionne que c'est très frustrant de vivre avec cette maladie parce que les autres ne peuvent pas l'avoir. Alors, ce n'est pas visible. Avez-vous des conseils sur la façon de gérer cela lorsque les gens au travail ont l'opinion que vous n'avez pas l'air malade, donc cela ne peut pas être si grave? Alors, c'est difficile, comme vous l'avez mentionné, lorsque vous avez des douleurs chroniques, vous les ressentez. Euh, et c'est sûr qu'il est difficile pour quelqu'un d'autre de les comprendre, hein, c'est sûr. Cela se produit également lorsque vous allez dans des environnements de soins de santé, pas seulement dans des milieux professionnels. Euh, les campagnes de sensibilisation, faire savoir aux gens que personne ne doit avoir l'air malade pour être malade de ces maladies, pas seulement de l'arthrite psoriasique, mais aussi des conditions de douleur chronique ou d'autres maladies, par exemple. Le psoriasis, lorsqu'il est sur votre tronc, par exemple, c'est pas visible de l'extérieur. Et l'inconfort et les démangeaisons que vous ressentez malgré le port de vêtements, la fatigue, les problèmes liés à la stigmatisation, etc., constituent en fait un gros problème, hein. Euh, Et la seule façon de le faire est de sensibiliser, pas seulement pour les patients atteints de psoriasis et leurs membres de la famille, mais aussi pour le grand public. Lorsque vous avez la journée mondiale du psoriasis, la journée mondiale de l'arthrite, c'est notre objectif. C'est pas seulement que les patients soient seuls. C'est oui, c'est un problème, mais les autres qui n'en ont pas, qui n'en sont pas conscients, oui, il y a une condition. Alors il y a des gens autour de vous qui en souffrent sans que vous en soyez conscient. Alors soyez en fait compréhensifs. Et si vous en avez connaissance, soyez compréhensif et offrez autant d'accommodements que possible pour les aider à être des membres productifs de la société. Et je pense qu'individuellement, cela va être difficile, mais du point de vue de la communauté, avoir des sessions de sensibilisation comme celles que nous avons aujourd'hui serait la voie à suivre. Alors, je ne pourrais être plus d'accord. Le CSA travaille activement sur une campagne nationale de sensibilisation qui sera lancée dans les prochains mois. Les médias sociaux en feront d'ailleurs partie intégrante. Nous demanderons donc aux gens de participer à cette campagne pour aider à propager cet effort de sensibilisation. J'ai une question ici et elle dit que vous avez mentionné que cela peut être transmis aux membres de la famille. J'ai été diagnostiqué, mais pour mes enfants, quand devrais-je les faire tester afin qu'ils puissent bénéficier d'un diagnostic précoce? Alors oui, les membres de la famille présentent un risque plus élevé. Nos propres études montrent qu'avec l'arthrite psoriasique, si vous avez un membre immédiat de la famille atteint de la maladie, vous avez environ 30 fois plus de chances de contracter la maladie.
Donc, bien que 30 puisse sembler élevé, vous parlez de la population générale. Donc, c'est sûr que ça reste un facteur important. Je dirais donc qu'être conscient est important. Vous êtes conscient et ça, c'est formidable. Et donc, lorsque vous êtes asymptomatique, tout d'abord, si vous avez le psoriasis, c'est comme un signal que oui, vous pouvez développer une arthrite psoriasique. Soyez conscient des symptômes. Euh, Comme je l'ai mentionné, vous pouvez avoir de l'arthrite sans le psoriasis. Et donc, je pense que la meilleure chose à faire est d'être conscient. Et s'il y a des douleurs dans les articulations, le dos ou la synthèse du talon, des coudes, des épaules ou du bassin, une gêne, une douleur quelconque présente, disons depuis plus de 6 semaines, c'est généralement ce que nous disons. Euh, ouais, c'est ça. Généralement, 6 semaines, c'est cette fenêtre où les douleurs et courbatures habituelles ont tendance à diminuer, ce qu'il y a une blessure ou à une plainte mineure. Cependant, si vous avez des douleurs persistantes à ces endroits, il sera important de consulter votre médecin de famille ou votre rhumatologue pour une évaluation appropriée. Comme je l'ai mentionné, en fait, les études montrent que 6 mois de retard constituent un problème. Donc plus tôt, c'est le mieux. Notre objectif à l'Association canadienne de rhumatologie, en fait, c'est de poser le diagnostic dans les 6 semaines concernées. Donc à partir du début des symptômes, cela devrait idéalement se faire dans les 6 semaines suivant la référence. Je pense que 4 à 6 semaines de symptômes persistants serait le moment où vous devriez être évalué. Cela peut ne pas se refléter dans les analyses sanguines, mais un bon examen physique, des investigations appropriées telles qu'une échographie ou éventuellement une IRM serait utile. C'est un défi compte tenu de notre situation sanitaire actuelle avec des retards pour voir des médecins et pour les investigations, mais nous espérons que cela s'améliorera bientôt et que nous pourrons y remédier. Il n'y a pas de moment précis pour passer un test, mais faites-le lorsque vous avez des symptômes persistants dans ces zones que j'ai mentionnées. C'est un très bon conseil. Et vous savez, nous parlons de plaider en faveur de soi-même et de ses membres de la famille. C'est quelque chose que nous encourageons certainement. Merci encore pour ce conseil. Alors j'ai tellement de questions, j'en poserai deux de plus car je sais que nous atteignons l'heure. Il est mentionné ici que je ne sais jamais quand des poussées vont se produire. Savez-vous comment je peux prévenir les poussées? Alors oui, les poussées sont difficiles et pas très bien étudiées dans la maladie psoriasique. Nous avons actuellement une étude en cours où nous demandons aux patients d'enregistrer leurs symptômes sur une application. Et nous leur demandons de porter un accéléromètre qui indique à quel point ils sont actifs. Et nous demandons également aux patients de nous donner une goutte de sang chaque semaine sur un morceau de papier. Ainsi, nous pouvons voir comment évoluent les symptômes, ce que vous faites lorsque vous avez ces symptômes et s'il y a des changements dans vos marqueurs sanguins. Vous savez, ce ne sont pas des marqueurs diagnostiques, mais des marqueurs d'inflammation qui peuvent augmenter ou non. Cela nous donnera une idée de ce que sont ces poussées et espérons-le, de voir quelles interventions peuvent être utilisées pour les prévenir. En général, pour prévenir les poussées, vous pouvez faire beaucoup de choses. Euh, L'une de nos partenaires de recherche est médecin et patiente atteinte d'arthrite psoriasique. Euh, Elle apporte donc des perspectives à la fois médicales et personnelles. Euh, elle dit souvent qu'elle sait qu'une poussée arrive et qu'elle doit se reposer pendant quelques jours pour éviter que ce schéma ne se transforme en une poussée réelle à part entière. Après quelque chose, vous apprenez ce que vous devriez faire pour prévenir ces poussées et elle se repose pendant quelques jours. Et ça aide beaucoup. Parfois, des anti-inflammatoires et aussi le stress ont un impact et elle en est consciente. Donc cela se produit lorsque vous êtes occupé au travail, par exemple, ce qui est si possible si vous pouvez prendre du recul et vous détendre, ça serait super. La pleine conscience et l'exercice jouent un rôle très très important. Je pense que la poussée est assez personnelle pour chaque patient et donc comprendre ce qui déclenche la poussée et essayer de l'éviter. Est-ce un aliment particulier que vous mangez ou une situation stressante particulière? Puis essayer de résoudre cela serait la meilleure approche pour gérer ces poussées. Et bien sûr, si les poussées persistent,
Peut-être avez-vous une poussée à part entière qui est, et les médicaments, eux, ne fonctionnent pas. C'est à ce moment-là que nous devons réévaluer et envisager de changer de traitement, car bon nombre de ces médicaments, bien qu'ils fonctionnent initialement, cessent de fonctionner. Et donc, c'est quelque chose sur lequel vous devez travailler avec votre médecin pour continuer, pour trouver comment changer. J'ai une autre question intéressante. Elle dit, mon partenaire est en bonne santé et actif et veut vraiment voyager et je ne veux pas le décevoir. Avez-vous des suggestions sur ce que je devrais considérer pour me rendre plus à l'aise? Je ne veux pas gâcher les vacances. Question très pertinente. Oui, encore une fois, c'est assez personnel. Il est assez difficile de donner une réponse à cela. Euh, Tant que je dirais que c'est un échange, non? Donc oui, cette personne est préoccupée par son partenaire, l'aidant à profiter des vacances de son partenaire, et ainsi de suite. Euh, et je suppose qu'en ayant cette communication, vous aimez aussi profiter, mais avez ses limites, et les deux arrivent à un plan qui peut fonctionner ensemble pour tous les deux. C'est quelque chose qui devrait être fait, je pense, non? En fait, ça consiste à obtenir le traitement approprié, à essayer de maintenir la maladie aussi sous contrôle que possible, et ensuite à travailler ensemble pour avoir des vacances agréables afin que tous les deux prennent soin l'un de l'autre. Je pense que c'est la voie à suivre. Oui, c'est difficile. C'est le cas. C'est certainement un véritable défi. Je vais faire de cela ma dernière question, et il y a eu plusieurs questions posées autour de ce sujet spécifique, et donc je vais le reformuler ici. Je souffre d'anxiété et de dépression. Devrais-je m'inquiéter de l'utilisation de mes médicaments et de les mélanger avec ma prescription contre l'arthrite? Alors, il y a des interactions médicamenteuses qui, selon les médicaments, la pharmacie vous dira peut-être, oh, peut-être que vous ne devriez pas prendre ces deux-là ensemble. Et il existe des vérificateurs pour cela. Vous pouvez travailler avec votre pharmacien et votre médecin prescripteur pour vous assurer que vous prenez le médicament qui n'interagit pas. Donc, c'est une chose pour tout médicament que nous utilisons. L'autre chose concerne la gestion de la dépression. Nous savons que l'anxiété et la dépression posent un problème. Les patients qui ont de l'anxiété et de la dépression sont moins susceptibles de répondre aux médicaments contre l'arthrite en ce qui concerne la rémission et d'autres aspects. Nous savons également que les symptômes de santé mentale s'améliorent et beaucoup d'entre eux davantage avec les thérapies avancées que nous utilisons. Ainsi, à mesure que l'inflammation s'améliore et que la fonction s'améliore, vos indicateurs de santé mentale s'améliorent aussi. C'est un réflexe. Donc je pense qu'admettre que c'est un problème et le traiter correctement avec votre médecin de premier recours ou un psychiatre serait réellement bénéfique. En fait, suivre une thérapie efficace pour gérer l'anxiété et la dépression d'une manière générale serait bénéfique. Et une thérapie efficace pour votre psoriasis et votre polyarthrite psoriasique aussi. C'est ce dont je parlais, des cliniques combinées et des spécialistes où tout le monde est conscient de toutes les conditions que vous avez et de la façon dont cela affecte votre santé mentale et comment votre maladie affecte elle aussi votre santé mentale. Et traiter les deux ensemble serait normalement la voie idéale à suivre. Donc vous réunissez tous vos spécialistes sur une même page pour gérer cela. Parfois, c'est difficile, mais au moins dans nos hôpitaux universitaires, nous sommes en mesure de le faire. Mais peut-être dans les petits endroits de la communauté, c'est un plus grand problème. Mais je suis content que vous ayez posé cette question et que vous en soyez conscient. Essayer de travailler ensemble, voilà, serait vraiment la voie à suivre. Et j'apprécie vraiment cette réponse et continuer à poser des questions. Ouais, poser des questions. Eh bien, en concluant ici, je voulais simplement vous remercier infiniment d'avoir pris le temps aujourd'hui pour parler de cette forme d'arthrite. Euh, Nous savons que vivre avec la SPA peut vraiment affecter le bien-être global de quelqu'un, y compris leur bien-être mental, comme vous l'avez noté et comme nous l'avons mentionné ici.
Et donc, vous savez, les poussées peuvent survenir à tout moment et elles peuvent perturber la vie quotidienne. Hum, Pourtant, nous savons que certaines modifications du mode de vie peuvent aider à minimiser la douleur et l'enflure, comme vous l'avez aussi précédemment mentionné. Et vous savez, c'est une affection grave et il n'y a actuellement aucun remède. Mais comme vous l'avez dit, il y a de l'espoir. Et avec un diagnostic précoce, c'est vraiment la clé. Nous parlons beaucoup de l'autonomisation de ceux qui ont été diagnostiqués et de la défense de soi. Nous voulons vraiment encourager les gens à continuer de poser ces questions et à continuer de parler et à réduire la stigmatisation de cette maladie. Donc, si vous souhaitez plus d'informations, pour ceux qui regardent ceci, des ressources sur la gestion de la douleur, sur le mouvement et l'exercice, sur la santé mentale, euh, beaucoup de ressources sont disponibles sur le site web de l'ACR, c'est spartritis.ca, et vous y trouverez aussi notamment du soutien. Et nous disons toujours qu'il y a une équipe de guerriers de la SPA prêts et disposés à vous soutenir tout au long de votre parcours. Donc encore une fois, merci beaucoup de nous avoir rejoints à tous.